Amis lecteurs, amis lectrices, nous allons quitter les sombres ruelles urbaines pour repartir dans une histoire un petit peu sombre, certes, violente aussi, intrigue politique certainement, Voilà. tout ça autour de Ira Dei. Nous avons les 2 premiers tomes et pour nous en parler, c'est bien sûr Sir Christophe de la Strip Track. Salut Christophe. Bonjour monseigneur. T'es donc ma boss. Ira Dei, la nouvelle collection, la Nouvelle série, alors c'est histoire, une nouvelle la série et on en Ouais. parle enfin, puisqu'effectivement, même si on avait accueilli les 2 auteurs À propos du roi des Ribauds. à propos du roi des Ribauds, et on avait aussi fait une émission sur leur titre précédent et aussi Ira Dei, on avait vu les planches en noir et blanc Oui, de on avait fait un l'album. papotage, On avait une espèce de grosse voilà. discussion sur leur vie, leur œuvre. Et on voyait les planches avant parution, donc là on était en avant-première. On n'avait pas fait de strip track sur le tome 1, et on en profite justement pour la sortie du tome 2, qui est la fin du premier cycle, pour en parler, pour en faire une chronique, puisqu'effectivement, il faut juste remettre un peu dans le contexte. Ira Dei, c'est une nouvelle série publiée chez Dargaud. On a les 2 tomes sortis cette année, puisque le dessinateur Ronan est extrêmement prolifique. Il arrive à travailler vite et bien, et ça c'est très très bien. Et on va être sur une série qui va fonctionner en diptyque. Donc chaque histoire va se passer en 2 tomes dans un univers, enfin dans un lieu chaque fois différent. Donc les 2 premiers tomes, le premier cycle se passe en Sicile. On est, alors je ne vais pas dire de bêtises, on est au XIe siècle. En tout cas, il y a encore des oui, Vikings. c'est ça. On est au XIe siècle. En de grâce, 1037. Voilà. Alors on peut faire le pitch, parce que vu qu'on n'avait pas encore parlé. Donc, 11e siècle, début du 11e siècle, la Sicile, l'Espagne est encore aux mains des musulmans. Et une sorte, on n'est pas encore dans la Reconquista, mais voilà, Byzance essaye de prendre le contrôle de certains territoires un petit peu en dehors de l'Empire ottoman. Et on a un personnage qu'on ne connaît pas, enfin on ne connaît pas encore totalement ses origines, mais on va découvrir rapidement qui il est, qui est un Normand, un ancien noble normand, un ancien duc de Normandie carrément. Déchu. Déchu, vous plaît. enfin même pas déchu, c'est qu'on l'a passé pour mort. Oui. Qui du coup se fait très discret par rapport à ses origines, mais pas discret du tout en tant que chef de guerre, puisqu'effectivement c'est un mercenaire qui va se mettre au service de l'Empire. Un des généraux. Voilà. Un des généraux. Parce que c'est pareil, quand on disait intrigue politique, le général auprès duquel il vend ses services, lui-même patauge dans la smoule par rapport à des intrigues politiques. Tout à fait. Parce qu'il est peut-être moins bien vu de l'empereur et il lui a donné quelque chose à faire et ça a l'air assez difficile. Malgré tout, il y a de la richesse. C'est pour ça que le premier tome s'appelle L'Or des Caïds. Et il faut aller les la chercher. Caïds, dans la notion de caïd, qui est un terme arabe, il faut bien le rappeler. Donc effectivement, les caïds, c'était des seigneurs arabes et manifestement, lorsqu'ils ont été, quand ils sont enfuis avec un trésor et l'objectif, c'était de récupérer ce trésor. Donc du coup, premier diptyque autour de la Sicile, de la reconquête, de la récupération de cet or des Caïds que notre héros, ici en première page, voudrait bien récupérer pour ses propres affaires, en sachant que lui-même semble sous la coupe de l'Église parce qu'on veut que ce soit lui qui incarne la colère de Dieu. Il a l'air d'être un petit peu moins facile à manipuler. Tout à fait. Ça risque de changer. Bref, il y a voilà, quand même un beau bazar d'installer, historiquement. On est effectivement sur, un récit d'aventure avec effectivement de la stratégie militaire, de la stratégie politique, des intrigues de cour, des intrigues d'alliance entre les différents groupes qui composent la même armée. Et puis, il y a des grandes scènes, des grandes séquences de bataille. On est dans un récit épique. J'aime beaucoup dire ça, mais effectivement, on est épique. Là, honnêtement, Ronan Toulouat a fait un travail remarquable, puisque c'est à la fois fluide,
mais on s'arrête aussi sur les illustrations, on s'arrête sur l'aventure. Des scènes de combat sont pas. Frazetta. Oui, encore Frazetta. Les scènes de combat sont jamais gratuites. Elles sont jamais trop longues non plus. Oui. Il s'y passe toujours un événement important. Quelque chose dedans à suivre. Voilà. Enfin, il y a des batailles parfois plus rapides que d'autres, au sens où on sent qu'il y a juste besoin pour l'histoire de savoir qui a gagné, qui l'a perdu, Tout à fait. un petit pillage par-ci, etc. Parce qu'il faut entretenir la bonne humeur de nos soldats. Il y en a d'autres qui sont un peu plus centrales pour les traîtrises, les éléments qui vont rapprocher les personnages ou au contraire faire qu'ils se Les séparent. confrontations Les parfois confrontations aussi. parfois, tout à fait. Au sein même éventuellement de la même armée, Tout à fait. entre guillemets, puisque tout ne se passe pas toujours aussi bien que prévu. Et puis on finit par trouver un espèce de statu quo, enfin en tout cas une redistribution des cartes rapide, parce qu'il y a quand même que 2 albums dans Tout à fait. c'est un diptyque, bravo Guillaume. Mais redistribution des cartes et tu te dis, tiens, tout a changé entre début du 1, début du 2. On connaît un peu plus chacun, les petits secrets de chacun. Des influenceurs qui sont passés des uns, je pense à la sœur de notre moine qui pensait trouver la colère de Dieu, qui finalement le laisse et puis va courir ailleurs. Donc il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. On est vraiment sur un grand, je dirais, roman d'aventure. Qui démarre. Voilà, qui se passe au Moyen-Âge. Donc voilà, on est sur du combat et alors du coup au niveau historique, honnêtement, je ne sais pas Il a l'air de l'avoir travaillé. La cohérence, ils aiment, la cohérence en termes de costumes, de combat, etc. Mais en tout cas, voilà, tout ça est très crédible. Effectivement, Vincent Brogias, le scénariste, est un grand fan d'aventures très cohérentes. Ouais. D'histoire, enfin, aussi. En brodant sur des petits éléments. Il y a des moments où effectivement on a des dates sur la prise de telle ou telle ville. Tu as envie d'aller chercher pour dire, ah bah oui, effectivement, elle a été prise autour de ça. Mais il y a suffisamment de zones d'ombre pour que autour de cette histoire puisse se broder plein de petites histoires inventées, imaginées, mises en scène par Brogias et Toulouat. Donc c'est ce qu'on retrouve dans Iradéi. Je ne sais pas si tu veux faire la comparaison avec le Roi des Ribauds. Alors, on a des thématiques qui effectivement sont fortes et cohérentes entre elles, puisqu'effectivement, déjà graphiquement, c'est clair. Ronan Toulouat est jamais aussi bon lorsqu'il fait des grandes aventures historiques. Là-dessus, on sait qu'il fonctionne très très bien et on a des décors aussi. La nature est extrêmement bien représentée. Il y a des décors, il y a des séquences. Vraiment, je me suis arrêté sur sa représentation de la nature tout simplement, même quand il n'y a pas d'homme derrière. Là où il y avait plutôt la ville, justement, dans oui, entre autres. Oui, alors le Roi des Ribauds, c'est vraiment plus confiné, qui va avec le thème. Effectivement, peut-être que le Roi des Ribauds est peut-être quelque chose presque un huis clos. Oui, tout à fait. Alors que Iradéi, c'est une ouverture sur l'espace. De toute façon, on sait que le Roi des Ribauds devrait aussi être continué en parallèle parce que les deux ont peur de rien. Ils ont fait, de toute façon, ils font énormément d'albums ensemble et ils ont une production à la fois importante et régulière et de qualité, il faut bien le dire. Mais effectivement, on n'est pas dans la même histoire, mais on est sur des thématiques, tout le rapport au pouvoir. Tout à fait. Et dans un univers où il n'y a que le rapport de force qui compte. Et on est sur une hiérarchie féodale. Donc le rapport à la fidélité est toujours très important. Les liens, l'honneur. À quel moment est-ce que l'honneur donné, l'amitié prend le pas sur ce que tu dois faire? Il y a des batailles dont l'issue change parce que l'issue change. C'est pas tout à fait vrai parce que le chef est suffisamment malin pour avoir pensé que par honneur, il allait attaquer et qu'il a fait exprès de les mettre dans la mouise pour que… Vous lirez, vous comprendrez ce que nous voulons dire. Mais voilà, ceux qui ont aimé le Roi des Ribauds devraient aimer Iradéi, il n'y a pas de raison.
Mais en même temps, ce sont deux albums, enfin deux types de séries qui sont aussi radicalement différentes dans leur traitement, dans leur rythme. La pagination n'est pas la même non plus. Le Roi des Ribauds a des paginations beaucoup plus importantes. Là, on est sur une cinquantaine de pages à chaque histoire, donc on est aussi sur du format où on prend le temps de raconter une histoire. L'intérêt, effectivement, c'est qu'on va avoir, même si on est toujours sur le même personnage, on va avoir chaque fois une histoire en 2 albums qui va se passer dans une région différente. On devrait, si je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était prévu… Pour le deuxième 8 diptyques. 8 diptyques, d'accord. 8 diptyques, donc on va avoir une série qui est déjà planifiée. Autour de la Méditerranée toujours. Toujours autour de la Méditerranée normalement. Là, je ne vais pas m'avancer trop, mais grosso modo, je sais les lieux que veut traiter le scénariste, entre autres. Ça peut aller loin. Voilà, de Valence on à est très large. Donc de la place. Il y a la thématique et on est sur effectivement une époque aussi qui est assez peu traitée, le XIe siècle, en bande dessinée. Voilà. Il y a, à ma connaissance, j'en vois pas trop qui ont traité ça. Ne me cherche pas, je suis pas historien. Voilà. Mais voilà, on est sur une époque où une partie de la Méditerranée bouge énormément. Et voilà, on est sur la chute de l'Empire romain est déjà effective. Et on a les différentes factions entre les Ottomans d'un côté, les Byzantins de l'autre, etc. Et on va avoir certainement tout ce qui est… Problème religieux, sous-tendu. Ouais, aussi, voilà. Je pense que… peut-être… Là, au début, il y a une manipulation. Et puis, de toute façon, le titre ne laissera pas mentir. Il est question d'hommes, de grands hommes ou de petits hommes, qui vont faire la grande histoire à travers plein de petites histoires, hommes et femmes, parce que on voit que les femmes ont leur influence dans la collection. Non, je pense qu'effectivement, ça m'étonnerait quand même que les religions ne soient pas, ne soient que reléguées au second plan, vu ce qui va se passer. Mais à l'époque, la religion était avant tout un outil politique. Mais c'est le cas. Et là, pour le coup, on le sent assez clairement. Si le traitement ou si pour l'instant les histoires sont assez classiques, des généraux, des guerres, des mercenaires, des trésors à récupérer, des luttes d'influence, rien ne dit qu'il en sera de même dans les prochains diptyques. En tout cas, là, la mise en place est effectuée avec ce premier diptyque. Reste à savoir où est-ce qu'ils vont nous mener historiquement avec un grand H et historiquement avec le petit H. En tout cas, les grands tomes sont là. Et il n'y a pas de héros réel. Il n'y a pas de gentil d'un côté et de méchant de l'autre. En fait, tout le monde est un petit peu… Il n'y a pas de… Ça, c'est sûr. Mais là, pour le coup, ça rejoint aussi le Roi des Ribauds. Il n'y a pas de pur… à partir du moment où il commence à y avoir de la politique, à partir du moment où il y a un jeu de pouvoir, ça pourrit tout, de toute façon. Mais Donc, dans le Roi des Ribauds, il y a quand même une forme d'honneur, alors que là, on est quand même sur des personnages qui essayent chacun de tirer leur épingle du jeu. Ouais. Ah ouais, tiens, c'est mieux. Ouais. Moi, je le voyais quand même, cet honneur, qui n'est pas forcément placé au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il doit aller attaquer, alors qu'il aurait pu ne pas le faire, il avait les ordres pour ne pas le faire, et puis ça aurait même pu être avantageux pour lui, il y va quand même. Donc, il a quand même un sens de l'honneur, mais basé sur de l'amitié, non ? Justement, c'est un personnage qui est complexe, donc qui est intéressant pour ça, puisqu'effectivement… on va dire qu'effectivement tous les chemins peuvent mener à ces objectifs. Pour moi, c'est avant tout un personnage opportuniste. Mais opportuniste dans le bon sens du terme aussi, ça signifie que… il a été spolié quand même. Il essaye de… Voilà. Mais non, il a été victime de quelque chose. Mais nous, on le découvre qu'après avoir été victime. Et du coup, une fois qu'il a été victime, lui, son objectif maintenant, c'est de profiter de toutes les opportunités qui se présentent pour reconquérir sa place. Et c'est là où justement, aucune de ses actions n'est purement gratuite. On voit bien que tout a pour objectif d'arriver à ses fins derrière. Donc c'est pour ça que je dis que on n'a pas un héros d'un côté qui combat des méchants. En fait, c'est pas le chevalier blanc. Voilà. Non. C'est là aussi, on est sur une approche aussi quelque part un peu politique en termes de stratégie, d'alliance, d'enjeux.
J'aime beaucoup ce passage-là, justement. Tout à fait. Christophe était en train d'en parler. Voilà, les différents clans, les différents groupes d'influence de ce premier diptyque sont ici, avec au centre donc Robert, qui va payer cher. Hein. Il avait quand même des amis. Hein. Voilà, Ça va coûter. Ça va coûter, mais justement, lui, c'est vrai qu'il est au milieu, il n'est pas victime de ces luttes d'influence. Il essaye aussi lui-même manipulateur par rapport à tout ça. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Chacun tire la couverture de son côté. Si donc vous êtes fan de cette période historique, Ou si vous ne la connaissez pas et que vous voulez un petit peu aussi en savoir plus, vivre une aventure de cette époque-là. un petit côté intrigue. Alors forcément, j'allais dire Trône de Fer, rien à voir avec la fantaisie qu'il peut y avoir dans le Trône de Il n'y Fer. a aucune magie. Le côté intrigue politique, très plaisant et très présent aussi. Pour la suite, il va falloir attendre le deuxième diptyque. Tu disais qu'il y en avait 8. Oui, Il peut mais encore l'année se passer plein de choses. prochaine, on aura, c'est certain, on aura la suite d'Iradei l'année prochaine, en 2019. Donc voilà. Là-dessus, vous êtes sur une série qui, même si elle est prévue en pas mal d'albums, va avancer vite, puisqu'effectivement, on a la chance d'avoir un duo d'auteurs qui travaillent vite et bien. Vite et bien. L'ennemi, c'est l'autre. Tous les autres, c'est le petit pitch de Iradei. Si vous pensez ne pas avoir que des amis, je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Bonne lecture.